Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, l'émission qui décrypte l'actualité sur la télévision de Burkina et avec les journalistes. Ce dimanche, nous parlerons de la grève sans service minimum du SYNCHA, le syndicat national de la santé humaine et animale, la remise des ex-RSP au gouvernement par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, la révision de la loi CNT juin 2015 sur la dépolitisation de l'armée et la disparition d'une figure du siècle dernier, le XXe siècle, le leader donc Maximo Fidel Castro. Merci donc à tous. Et pour animer cette émission, je suis avec Monsieur Yacouba Ladji Bama, il est du journal Le Reporter. Avec nous ce matin aussi, Monsieur Yacinthe Sanou de Omega FM. Avec nous ce matin, nous sommes avec Monsieur Parfait Silga, il est du quotidien Notre Temps. Et avec nous aussi Monsieur Arnaud Ouedraogo, il est du quotidien L'Observateur Palga. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité justement à débat de presse. Tout de suite, en début de semaine, on a eu affaire à ce qu'on a appelé la grève du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. 72 heures de grève sans service minimum. Alors, je commence par vous, Yacinthe Sanou. Comment on vit une telle situation? Avec un véritable pincement au cœur, parce que lorsque nous avons des travailleurs, des agents de la santé humaine et animale qui en viennent à cette extrémité pour revendiquer une révalorisation salariale et de meilleures conditions de travail, je pense que en tant que citoyen, en tant que possible patient de ces services de santé-là et de ces agents-là, nous sommes naturellement dans un pincement au cœur. Ils ont déjà fait une alerte en avril pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Manifestement, ils n'ont pas obtenu gain de cause et ils en sont venus à ajouter cette notion-là dans la surenchère syndicale qui est de ne pas respecter le service minimum. Je pense que c'est là aussi ils ont connu une bolée de bois vert qui n'a pas servi leur cause à mon avis. Je pense que c'est ce qui a un peu péché dans leur action parce que ça n'a pas permis à leur action d'avoir l'impact qu'il fallait parce que les gens se sont focalisés sur ce manque de service minimum plutôt que les revendications sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire un tour dans les services de santé pour savoir qu'ils n'ont pas le minimum qu'il faut pour s'occuper des Burkinabés. Donc déjà, sur ce plan-là, je pense qu'il y a eu une fausse note de la part du syndicat, parce que je ne pense pas qu'il aurait fallu aller jusqu'au principe de syndicat, parce que les gens ignorent même déjà les réalités. Voilà, il fallait entreprendre une action déjà d'explication de la réalité, parce qu'on a vu dans le débat certaines personnes assimiler déjà le SYNCHA à un simple syndicat d'infirmiers et ce principe-là d'absence de service minimum a une volonté de pouvoir se retourner vers les cliniques pour avoir de l'argent. Donc je pense que quand les gens ne comprennent même pas déjà ce que vous faites, il faut mieux cadrer votre action. Alors là, Djibama, la grève est légitime, sauf que l'absence du service minimum, c'est aller finalement trop loin. Non, moi je ne sais pas. Moi je trouve qu'il y a eu un faux débat inutile dans cette affaire de grève sans service minimum. Il ne sait pas ce que les gens appellent sans service minimum. Le fait qu'il n'y ait pas d'infirmier sur place pour au moins apporter les premiers soins, pour garder ces malades en état au moins de vivant, en attendant peut-être la reprise. Il y en a eu. Hein. Mais je pense que le principe de service minimum... Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame ici. Ouais. C'est pas parce que le syndicat, en posant son préavis, précise dedans qu'il n'y aurait pas de service minimum, qu'il n'y a pas de service minimum. Autrement, s'il n'y a pas de service minimum, ce n'est pas la faute au syndicat. C'est la faute au gouvernement. Parce que nulle part, il indique que quand un syndicat va en grève, il doit assurer le service minimum. Nulle part, moi, je n'ai pas vu ça. J'ai parcouru les textes qui parlent de la matière. J'ai vu nulle part où il est dit que quand un syndicat va en grève, il doit assurer un service minimum. C'est le gouvernement qui prend ses dispositions quand un syndicat va en grève. Il peut même procéder par des réquisitions pour maintenir les gens, pour assurer la continuité. Mais il y a eu des réquisitions, les agents ont refusé d'obtempérer. Moi, je vois plus le problème en ce moment. S'il y a eu des réquisitions, à moins qu'il y ait des gens qui ont refusé
Les gens ont refusé d'obtempérer, justement. C'est ce qui s'est passé. Et là, il faut les écouter. Pourquoi ils ont refusé d'obtempérer? Est-ce que les réquisitions ont respecté les normes? Parce que ça aussi, c'est régi par des tests. Je crois que c'est le gouverneur qui a signé la réquisition. Oui, on a déjà vu ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a l'affaire de Séguénéga qui a défrayé la chronique. Il y a eu tous les débats autour. Parce que souvent, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que le gouvernement, il ne respecte pas souvent les tests. Parce qu'aujourd'hui, quand on accuse le syndicat de n'avoir pas assuré le service minimum, on fait croire que non, c'est le syndicat qui devait dire que non, on va en grève, mais en même temps, et voilà, un tel sera ici pour... Non, c'est pas ça, c'est le gouvernement qui pense à cette responsabilité, qui pense à cette disposition, pour que ça puisse... Le débat est déjà lancé, Yacine vous répond et puis on passe. Juste par rapport au service minimum, je ne pense pas qu'on reproche au syndicat de ne pas faire le service minimum. C'est-à-dire que le principe justement des réquisitions, c'est le syndicat qui a enjoint à certains militants de ne pas accepter cette réquisition. Non, mais ça c'est normal. Alors, c'est là que la communication n'a pas porté. Lorsque vous dites à vos militants de ne pas accepter les réquisitions, et vous n'expliquez pas, en fait, pourquoi ces réquisitions-là n'ont pas respecté la procédure. Parce qu'il faut expliquer aux citoyens, voilà comment on devait nous réquisitionner, voilà le délai qui devait être respecté, voilà la procédure qui devait être respectée, voilà l'autorité qui a donc la charge de nous réquisitionner. Ça n'a pas été respecté. Donc, nous ne serons pas présents dans les services de santé. Et ce travail n'a pas été fait. C'est ce qu'on reproche au syndicat. Moi, je voudrais plutôt m'intéresser à deux faits. Oui. C'est-à-dire, au bilan de cette grève-là, on retient une chose, c'est que, quel que soit... Le syndicat dit que c'est une réussite, 80 à 100% de participation. Mais à la fin de cette réussite, on en vient à quoi? À une table de négociation. Bien sûr. Quelle que soit la durée d'un conflit social ou d'une guerre, ça se termine toujours par une table de négociation. Deuxième élément, moi je me pose une question. On est tous d'accord de la justesse des revendications. Mais de ce que nous savons, de notre petite expérience du syndicalisme révolutionnaire des luttes des classes, quand on vient à durcir la lutte, c'est pour deux éléments. Généralement, c'est quand on dit généralement il y a des dilatoires, ou quand il n'y a même pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Et ça, il y a des exemples dans ce Burkina. En 1980, sous la Misana, les syndicats ont fait 1 mois et demi de grève, sans qu'il n'y ait aucune négociation. Les syndicats ont grévé, ils sont repartis, ils ont levé le mot de grève sans que la Misana ne lève le petit doigt. Et puis, bon, après, on a eu le coup d'État. Voilà. Donc, vous voyez, il y a eu des exemples. Mais dans ce cas, en octobre dernier, il y a eu des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Et le ministre de la Santé dit même qu'il y a... Il y a des points d'accord, il y a 59 points d'accord. Oui. Moi, je me pose la question, 5 points de désaccord, quand on arrive à toucher la lutte, quels sont les éléments que le syndicat présente pour durcir la lutte? À partir du moment où la négociation a commencé, où il y a des points d'accord, est-ce qu'il fallait arriver à cette extrémité? Voilà. Maintenant, troisième point que je veux évoquer ici, peut-être avant qu'on... c'est que tout cela montre que le gouvernement doit prendre la mesure et engager un dialogue global. Vous voyez? Parce que après les infirmiers, après les syndicats, moi je suis sûr que le sénateur va rentrer dans la danse. Voilà, de façon je crois que le gouvernement a rencontré l'unité d'action syndicale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les problèmes de façon globale. Et parce que c'est quoi? Quand vous regardez la loi 081, les gens n'en parlent pas. Mais en réalité, il y a eu des augmentations de salaire. Il y a eu 14 milliards. Pas pour tout le monde. Hein. Oui, je suis d'accord, pour la majorité. Voilà. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Est-ce qu'il ne faut pas que le gouvernement s'inscrive dans une logique de globalité pour essayer de rencontrer les syndicats de façon générale là. Parce que si on doit négocier syndicat par syndicat, là, on va se souffler. Surtout que tout le monde dit, vous avez eu de l'argent pour satisfaire de façon grasse les magistrats, qui sont d'ailleurs bien payés. Et bon, là maintenant, nous attendons. Ouais, si on continue à parler de ce qui a été fait pour les syndicats, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut qu'il y ait une démarche plus globale avec les syndicats. Alors, Arnaud Ouedraogo. Bon, je pense que lorsqu'on parle de cette grève du SYNCHES sans service minimum, on nous met d'ajouter qu'il y avait un autre syndicat aussi, celui des impôts, qui était en débrayage au même moment. Moi, quand je regarde la situation actuelle,
au niveau global au Burkina, j'ai peur que les syndicats ne banalisent l'acte de gréver. Parce que ça doit être la dernière carte à jouer. Quand on va en grève, on suppose qu'il n'y a plus de négociation possible, donc arrêt total de travail. Et lorsqu'on va jusqu'à supprimer le service minimum, contrairement à ce que Bama disait, j'ai l'impression que quelque part, il est exigé au corps de santé d'avoir un service minimum lorsqu'ils vont en grève. Et lorsque des syndicats s'organisent pour ne pas recevoir les réquisitions, on nous a parlé d'un médecin qui a, lorsqu'il a fini, il était au bloc opératoire, lorsqu'il a fini d'opérer, pendant qu'on l'attendait dehors pour lui remettre sa réquisition, il a tout fait pour traîner à l'intérieur jusqu'à ce que ceux qui étaient venus lui remettre la réquisition s'en aillent. Moi, je trouve que c'est scandaleux. À un certain moment, il faut faire face à ces responsabilités. Vous avez le droit d'aller en grève. Le gouvernement a le droit de vous réquisitionner. Vous exercez votre droit, permettez-leur d'exercer leur droit. Mais ce que je disais tout de suite, les syndicats, à cette allure, risquent de banaliser l'acte de gréver. Et si vous prenez le budget du Burkina Faso, la dernière fois j'écoutais la ministre des Finances en parler. Je pense que près de 50% de nos recettes sont utilisées pour payer le traitement salarial de nos fonctionnaires qui sont 150 000. Mais les Burkinabés, ils sont combien? Ils sont 17 millions. 18 millions, voilà. millions bientôt. C'est bien de revendiquer pour de meilleures conditions de travail et lorsque les travailleurs du public sont bien dans leurs conditions, ça se ressent sur toute la société. Si on prend le cas des agents des impôts qui débrayaient la semaine dernière et cette semaine, on prend les agents de santé. Oui, si ils ont tout ce qu'ils revendiquent, voilà, c'est nous tous qui en profitons. Mais à un certain moment donné, il faut savoir faire la part des choses et se dire qu'on n'est pas les seuls. Il faut prendre en compte certains éléments. Mais bon, on les comprend. Le gouvernement a ouvert la boîte de Pandore avec les magistrats. Donc voilà, tout le monde s'engouffre. C'est ça le drame. Je voyais là Djibama secouer sa tête. Non, en fait... Est-ce que vous dites finalement c'est le gouvernement... je maintiens ça parce que, contrairement à ce qu'Arnaud dit, d'ailleurs il dit qu'il a l'impression. Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai parcouru les tests qui parlent de la matière. Et les tests, je peux citer quelques-uns, les plus essentiels en tout cas qui en parlent. Il y a la loi 45-60, portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l'État. Son article 6 dit quoi? En cas de grève, afin d'assurer la permanence de l'administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d'assurer leurs fonctions. C'est qui a été fait. Voilà. Et ça, aucun syndicat n'a jamais remis en cause ce principe-là. Quand on va en grève, on se soumet au fait qu'on peut vous appeler, malgré la grève, de venir assurer un service minimum. Ça n'a pas été le cas du On en est là à discuter. Sur le principe du service minimum, alors que le fait est là. Attendez, non, ces agents-là attendez. le minimum. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un amalgame qui est fait sciemment pour embrouiller la population. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La précision que je veux apporter, peut-être avant que vous poursuivez, c'est qu'on a eu au même moment l'ordre des médecins qui sort et qui dénonce effectivement cette absence de service minimum, soit disant que... Voilà, ils dénoncent et ils imputent ça à qui? Je n'ai pas suivi, mais ils imputent ça à qui? Aux collègues. Parce que non, c'est pas parce que chaque fois que le syndicat allait en grève, non. Moi, j'ai fait quand même un peu le mouvement syndical. C'est pas parce que chaque fois que le syndicat va en grève, ils disent qu'ils vont assurer le service minimum. Et que cette année, cette fois-ci, ils disent qu'ils ne vont pas le faire, qu'on doit leur reprocher. C'est pas possible. Le fait de dire qu'ils vont assurer le service minimum, c'était comme une certaine magnanimité de leur part. Aucun test ne les oblige à assurer le service minimum. Le test est assez clair. Et en plus, l'autre test, il y a l'arrêté 2007, à son article 116. Qui dit quoi? En cas de grève, le directeur général de l'EPS, c'est-à-dire l'établissement public de santé, organise dans les services médico-techniques et administratifs un service minimum. Il peut être mis en œuvre la procédure de réquisition conformément à la législation. Tout ça, personne ne leur dénie ça. Est-ce qu'ils ont appelé quelqu'un qui a refusé? Oui. Et dans quelles conditions il a refusé? Les gens se sont rendus écoutez quand même ces gens-là, quelles raisons ils apportent? Parce qu'on a déjà vu ça aussi au Burkina. Quand une réquisition ne respecte pas les normes, moi je ne vais pas obtempérer, c'est pas possible. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se défende sur notre pays. Quand ce que Tilga dit, les fuites en avant, là, on est habitué à ça dans ce pays.
Hein? Quand le ministre dit que 99% des revendications ont été satisfaites, écoutez aussi le syndicat, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont la même lecture? À la veille de leur mode de grève, ils ont animé une conférence de presse. Quand moi j'écoute ça, ce que le ministre dit, c'est le jour et la nuit. Le syndicat dit qu'il n'y a même pas 63 points de revendication. Oui, on peut dire 59 sur 53, mais quand on dit que c'est quoi concrètement à mettre dedans? Point d'accord, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il y a eu des revendications qui ont été satisfaites totalement, ou bien c'est en négociation, ou bien on a acquis le principe que non, ça va se faire? Je pense que c'est exactement là le problème. Si le principe, on sait ce que vaut le principe ici au Burkina. On s'accorde sur le principe, mais dans la mise en œuvre, on s'en fiche. On a vu ça aussi. Je pense que c'est touche là le nœud du problème. C'est-à-dire que quelle a été la réponse concrète donnée par le gouvernement au Sincha? On sait que ce gouvernement est dos au mur face à la fronde sociale tout azimut actuellement. Mais on a vu justement un traitement particulier pour les magistrats et aussi pour les enseignants. On a débloqué 400 millions en moins d'une demi-journée parce qu'il y avait des enseignants qui avaient pris des copies en otage. Les universitaires. Alors, les universitaires plutôt. Donc, qu'est-ce qui a été fait comme réponse au Sincha? On peut catégoriser les revendications du Sincha en deux valeurs, le salaire et les conditions de travail. Je pense que sur le plan des salaires, naturellement, on est dans le domaine des négociations. Il faut un certain nombre de barèmes, il faut échelonner ça sur les années. Mais les conditions de travail, je pense que ça, c'est non négociable. Et ça, il faut des mesures d'urgence. Et il faut une réponse claire. Aujourd'hui, ils sont répartis travailler avec les mêmes conditions. Rien n'a changé. Pas de gants dans certains services d'urgence, le minimum vital. Pas d'assurance maladie, rien du tout. Même pas un seul comprimé de paracétamol dans certains services. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour les permettre d'avoir... Parce que là, on ne parle plus du Sincha. On parle de la santé des Burkinabés. C'est cette réponse-là, à mon avis, qui manque du côté du gouvernement. Et on est resté là. Je pense que le débat sur le manque de services minimum a arrangé d'une certaine manière le gouvernement, qui s'est engouffré dedans, qui a fait le tour. On a vu le ministre faire le tour des services pour constater l'effectivité au nom du service minimum. On est resté sur le débat du service minimum, mais la réalité de nos agents de santé n'est toujours pas... On a entendu des gens... Et c'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à ce que Yassine dit, ils sont allés en grève pour quelque chose. Quand on parle des conditions de travail, le minimum de matériel qui manque à certains endroits, ils sont allés en grève pour ça. Mais quand je dis qu'ils risquent de banaliser l'acte de gréver, là, c'est ça. Vous êtes allés, mais il n'y a rien eu. Je pense qu'à un certain moment, il y a des extrémités qu'il ne faut pas toucher lorsque vous n'êtes pas sûr d'avoir ce que vous voulez là immédiatement. Moi, j'aurais compris que l'on poursuive sur cette ligne-là avant d'obtenir ce minimum qu'il faut dans les services de santé. Sinon, vous allez en grève de arrêt de travail total 72 heures, vous revenez dans les mêmes conditions. Pendant ce temps, je touche... Alors, malheureusement, on n'est plus pas le temps, on va poursuivre parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle justement de cette grève-là. Alors, on va aborder un autre sujet. C'était vendredi. Le ministre de la Sécurité qui invite les journalistes à une conférence de presse qui s'est transformée en une déclaration. Alors, 3 éléments de l'ex-RSP qui étaient réfugiés en Côte d'Ivoire ont été remis aux autorités burkinabées. Alors, ce n'est pas la première fois. En février dernier, on avait accueilli aussi un certain Moussa Nebié d'Irambo qui avait été effectivement envoyé par les autorités burkinabées. Finalement, on se demande... Oui, le gouvernement ivoirien, c'est ça. Alors, on se pose la question finalement, à quoi ressemble ce jeu? Parfait, Sylvia. Bon, je ne sais pas comment réagir quand tu poses la question à quoi ressemble ce jeu, mais je pense que c'est dans le cadre de la coopération entre les deux États, parce que évidemment, il faut se rappeler qu'il y a eu le tact. Je pense que c'est dans la logique du renforcement des relations entre les deux pays que tout cela intervient. Maintenant, il faut voir quelle va être la conséquence de la remise de ces ex-soldats-là sur la marche du dossier. Parce que c'est effectivement, on nous a dit qu'on attend le procès. Enfin, on a dit le procès, c'est possible que ce soit à la fin de l'année 2016. Alors, voilà. Il nous reste un mois. Ouais. Et on ne voit pas encore de signes, en tout cas d'un procès. Mais bon, évidemment, on va attendre pour voir. Donc, quelle peut être la conséquence de la remise
Est-ce que ces ex-soldats sont vraiment des boîtes noires, comme quelqu'un l'a dit, par rapport au dossier du putsch, au dossier de l'attaque de la poudrière de Yimdi, et puis la tentative de la dernière, voilà, tentative. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc, alors, oui, Arnaud, tu veux réagir? Je pense que normalement, pour un coup d'État qui a eu lieu, parce que lorsqu'on dit coup d'État manqué, moi je pense que, moi je suis parfois contre ce terme manqué là. Il y a eu un coup d'État, on sait qui a posé de l'acte, en tout cas sur le plan militaire. Le temps mis jusque-là pour faire le procès, là, moi je n'arrive pas à me l'expliquer. Il y a des gens qui ont assumé devant tous les micros, j'y étais, avoir été l'auteur et regretter ce qui s'est passé. Moi je ne sais pas pourquoi jusque-là. Maintenant, les colis qui arrivent au compte-gouttes comme ça depuis Abidjan, c'est la deuxième vague, je vais dire. Et Parfait le disait, c'est dans le cadre de coopération, oui, mais moi je ne dirais pas de coopération, moi je dirais que c'est dans le cadre des deals qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sur cette question. Rappelez-vous, il y avait un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro qui a été levé de façon spectaculaire, ça a défrayé la chronique pendant un certain temps. Et derrière, on nous a envoyé Rambo dans un premier temps et ensuite il y a ces trois-là. Là, il y a quand même un gros poisson, le Roger Kosobé. Exactement. Donc, je pense qu'à l'époque, ceux qui se demandaient pourquoi le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a été levé commencent à avoir des éléments de réponse. Voilà, bon, vous laissez tomber notre président de l'Assemblée nationale et vos chénapans qui vous ont foutu de la merde et qui ont pris la tangente, là, nous, on vous les remet. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Maintenant, j'espère que avec le retour de ces suspects de premier rang là, encore que bon, le premier suspect il est là, le procès verra enfin le jour. Voilà. Yassine Sanou. Je pense que Parfait a dit le mot. Hein. Désormais, je pense que les principales boîtes noires des trois fait donc l'attaque de Yimdi, la tentative d'exception d'octobre dernier et le coup d'État de septembre 2015. Je pense que les principales boîtes noires sont désormais entre les mains de la justice burkinabé. Normalement, donc, le dossier doit se poursuivre. Et c'est à cela qu'il faut saluer, quoi qu'on puisse en tirer comme supputation, la collaboration entre les autorités ivoiriennes et celles burkinabées qui a permis donc de réunir toutes ces boîtes noires-là pour faire avancer le dossier. Je pense qu'on peut même espérer que cette bonne collaboration-là puisse s'étendre aux civils. Parce que si ça, on a pu extrader les militaires, peut-être que le prochain colis sera les civils. Et ça, il faut attendre la prochaine conférence de presse convoquée par Simon pour espérer qu'on ne présentera pourquoi pas Blaise Compaoré extradé par un avion spécial. Donc, déjà, on peut espérer. L'espoir est permis tant qu'on vit. Et déjà, je pense qu'on a une avancée notable pour le dossier. Et normalement, plus rien ne doit s'opposer à une programmation du procès. Alors, là, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas, moi je pense que c'est un sentiment qui est peut-être partagé par beaucoup de Burkinabés. Moi, je suis plutôt animé par un sentiment de méfiance quand j'ai vu cette information. Parce que en d'autres temps, ça aurait pu nous faire jubiler, parce que comme vous avez dit, c'est vraiment des gros poissons quand même qu'on nous envoie. Mais si vous avez remarqué, et j'imagine que même 6 mois en venant à cette conférence de presse, avec un grand scoop comme ça, ils s'attendaient à voir les gens jubiler juste après avoir reçu cette information. Mais je pense que la grande majorité, en tout cas, des Burkinabés est restée presque de marbre face à cette information. Ça veut dire ce que ça veut dire. On revient de loin dans ce dossier-là, finalement. Il y a eu tellement d'antécédents malheureux que finalement, quoi qu'on fasse, même si c'est de bonne foi, nous autres, on est méfiants parce que, comme on le dit, Charles Chaudé, il a peur de l'eau froide. Ouais, parce que ce dossier il a été tellement malmené qu'aujourd'hui, même si tout ce qui est fait aujourd'hui est fait de bonne foi, on a de quoi se poser des questions. Il n'y a pas un agenda caché derrière. Qu'est-ce qu'on attend après avoir fait ça? Ou qu'est-ce qui a été dealé, comme Arnaud l'a dit? J'aime bien ce mot-là, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir aussi des deals dans ça. Voilà est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus voir aussi l'excellence de la coopération? Parce qu'au-delà même de cette question de push, il y a eu dans les attaques terroristes, à un moment donné, on a parlé de mutualisation de moyens. Et donc, si peut-être... Si c'est le cas, tant mieux. Hein. Enfin, on n'a pas écarté ça. Si c'est le cas, tant mieux. Et d'ailleurs, Simon, j'ai bien aimé la chute de son mot-là, sa conférence de presse, où il dit ne pas douter que ça va certainement impacter la suite du dossier. On espère bien que ça peut impacter positivement, qu'on puisse aller. Mais qui va cracher dessus? Nous tous, on est là pour que justice soit vraiment enfin dite dans cette affaire.
Voilà. Et par rapport à l'état de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, en dépit de tout ce qui s'est passé en début d'année, je pense que la collaboration entre ces deux pays ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant. Il y a eu le TAC qui est passé, il y a eu plein de choses. Il y a l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou qui a été remis sur la table. Je pense que côté études de faisabilité, ici, le Burkina finit sa part de travail. Donc, je pense qu'on ne doute pas de la qualité de la collaboration qu'il y a actuellement entre les deux pays. Mais je dis toujours, il y a eu le cas de Guillaume Soro. On sait comment ça s'est fini. Et après, on voit, voilà, on nous donne des soldats qui ont participé au coup d'État. Moi, je pense que ça se procède dans le cadre d'un deal qui a été signé. Et qui dit deal, il faut s'entendre pour dealer ensemble. Donc, je pense qu'entre les deux pays, il y a bonne entente. Parfait, Sylvia. Et même s'il y avait deal, est-ce que le fait, peut-être que ces poissons entre griffes vont permettre l'évolution du dossier, est-ce que finalement, on ne peut pas traiter ça de bon deal? Non, vous savez, dans les relations entre les pays, ben, c'est une question de donnant-donnant. C'est des relations, c'est des relations d'intérêt. Et sur la base de ces relations-là, on peut à un certain moment décider de sacrifier l'un ou l'autre. Vous savez bien que ces trois éléments qui étaient là, il y a peut-être d'autres qui sont là, qui peuvent être des civils, qui peuvent être des militaires. Mais si à un moment donné, la Côte d'Ivoire décide de s'en débarrasser, mais c'est parce que à un moment donné, on fait l'analyse que les relations entre les États sont au-dessus des relations particulières entre individus. Et c'est ça qui est faux. Et moi, je suis bien d'accord avec Yacine quand il dit peut-être après les militaires, il y aura les civils. Et moi, je suis convaincu que tôt ou tard, la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire va commander à la Côte d'Ivoire de poser un certain nombre d'actes. Moi, je ne sais pas. On a même entendu, effectivement, un conseiller ou un proche de Guillaume Soro annoncer le retour bientôt de Blaise Compaoré au Burkina. Donc, pourquoi pas peut-être un jour voir Blaise Compaoré? Mais oui, dans ce domaine-là, il ne faut s'étonner de rien. Et moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé, comme tout le monde. Il n'a pas encore perdu ses droits civiques ses droits civils et politiques. Même s'il est ivoirien. Oui, et j'ai dit, mais pourquoi pas un jour, dans le cadre de la réconciliation, que l'un ou l'autre, je ne dirais pas Blaise Compaoré, il y a plein de Burkinabés d'un certain niveau, il y a plein de dignitaires de la 4e République qui sont en Côte d'Ivoire, ça c'est connu de tout le monde. Pourquoi pas, dans le cadre d'une réconciliation, on dirait, écoutez, il faut qu'on se parle entre Burkinabés, que les gens reconnaissent ce qu'ils ont pu faire dans le cadre du régime et qu'il y ait des mesures qu'on puisse prendre. Bien sûr, on est tous d'accord avec la typique vérité, justice, réconciliation. Ça, on ne va pas balayer ça du revers de la main. Mais pour en revenir à ces relations-là, il faut qu'on se dise tout est possible pourvu que les États puissent mettre en avant les relations qu'il y a entre d'État à État. Et peut-être même que c'est sur requête du gouvernement burkinabé en fonction de l'importance des éléments qui ont été envoyés sur l'évolution du dossier que peut-être les éléments ont été remis. Naturellement, je pense que la recherche de ces éléments-là a été faite sous quand même une requête du gouvernement burkinabé qui a indiqué voilà, les personnes qui sont recherchées. Je pense qu'il faut aussi souhaiter que ça, comme tu l'as dit, ça s'étende au civil. D'accord. Alors, on va évoluer toujours dans ce débat puisque nous parlons de l'armée. Il y a eu, je crois, cette semaine aussi la dépolitisation de l'armée qui avait été votée sous le CNT en juin 2015, notamment la relecture d'un article très important, l'article 13 de cette loi-là, qui permet désormais aux militaires de rentrer dans le gouvernement. Non, je vais faire une précision importante, parce que je pense qu'il y a eu encore un faux débat là-dessus. Même la loi du CNT là n'interdisait pas aux militaires d'entrer dans le gouvernement. Oui, mais aujourd'hui, non. J'ai dit la loi qui était votée sous la transition n'interdisait même pas aux militaires de faire partie d'un gouvernement. C'est ce qui a été présenté par le gouvernement pour... maintenant, il y a eu une précision. On dit, au regard
du texte là, s'il n'y a pas de précision, si on n'écrit pas de façon précise que les militaires peuvent rentrer dans le gouvernement, un jour ou l'autre, on dira, si un militaire rentre dans le gouvernement, que la loi n'autorise pas cela. Donc, il faut qu'on puisse savoir ça avant de commencer le débat. Et moi, je dirais, premier élément, il y a au moins quelque chose qui est désormais clair. Les militaires ne peuvent pas être dans un parti politique, c'est clair. Deuxièmement, les militaires ne peuvent pas être chefs coutumiers. Parce que là, aujourd'hui, malheureusement, la loi n'est pas rétroactive. Sinon, il y a des militaires aujourd'hui qui sont les chefs coutumiers. Et ça, c'est dommage. Donc ça, ces deux éléments sont clairs. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, laisser un militaire rentrer dans le gouvernement, ben, ce n'est pas bon. Moi, je dis, il y a deux problèmes à cela. D'abord, dans l'armée, il y a des compétences. Et aujourd'hui, quand vous dites, quand un militaire est dans a une haute responsabilité dans l'administration, mais l'administration publique est apolitique. Quand vous regardez le statut général de la fonction publique. Doit être apolitique. Oui, elle est apolitique. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un dans l'administration en fonction de sa couleur politique. Et voilà pourquoi on doit nommer les gens en fonction de leurs compétences. Est-ce que les faits ne trahissent pas peut-être Oui, les gens peuvent trahir, mais j'ai dit le principe là, c'est ça. Et donc, même quand on nomme un militaire à un poste de DG dans l'administration publique, c'est au regard de ses compétences qu'on le nomme. Et on doit s'en tenir à cela. Maintenant, nous sommes dans un contexte africain où on peut se dire c'est une porte qu'on a volontairement ouverte pour permettre si. Moi, je suis d'accord. Mais en même temps, nous sommes dans un nouveau contexte où je pense que l'opinion publique est assez forte. S'il arrive, par exemple, on arrive à un moment donné où on a la moitié de ce gouvernement qui sont des militaires, ben là, on va commencer à se poser la question. Même si on leur permet d'être membre du gouvernement ou d'être DG dans l'administration, mais il ne faut pas qu'ils soient la majorité, parce qu'ils sont une composante seulement des Burkinabés. Alors, Ladjibama. Moi, je suis un peu embêté quand il s'agit de parler de ces questions-là, parce que finalement, c'est plus par où prendre cette histoire-là, parce qu'on avait cru avoir avancé quand même avec la loi du CNT. On vient nous apprendre qu'en réalité, on n'avait pas avancé, il fallait encore avancer. Et finalement, moi, je trouve même qu'on a reculé encore. Parce que ce qui a été dit là, dit comme ça qu'on permet aux militaires de pouvoir accéder, le thème c'est quoi, aux hautes autorités, aux hautes fonctions, oui. Sans, contrairement à ce que Parfait dit, sans mettre de balises. Parce que ça craint justement, ça se trouve là, parce que quand on ne met pas de balises, ça veut dire que même la moitié du gouvernement fait militaire, aucun texte ne l'interdit. Et c'est là où il y a le danger. Moi, c'est vrai, on peut à la limite concéder que le ministère de la Sécurité, de la Défense puisse échoir à un militaire. On peut l'admettre. Mais au-delà de ça, moi je trouve que notre pays a trop souffert de la présence des militaires dans les arcanes politiques. Donc, je finis mon analyse, tu pourras dire ce que tu penses après. Mais on a trop souffert de ça, si bien qu'aujourd'hui, moi, je croyais qu'on avait eu l'opportunité pour en finir pour de bon. Mais voilà qu'on nous dit qu'on doit encore continuer avec ça. Je ne sais pas jusqu'à où. Mais en tout cas, moi, je trouve que les militaires, déjà, quand moi je les regarde, nos chefs militaires aujourd'hui, quand je les regarde avec les pays où l'armée est quand même... républicaine. Non, pas républicaine forcément, mais je veux dire que quand l'armée sait sa place dans la République, et les chefs militaires savent ce qu'ils doivent faire, ils ne sont pas tout le temps dans les voitures rutilantes. Hein. Les chefs militaires sont dans les jeeps. Mais vous voyez aujourd'hui dans notre pays, la tendance aujourd'hui des chefs militaires, c'est les grosses caisses bien climatisées. Ils préfèrent être là-bas, c'est la tendance. Et sur nous, cette passerelle-là, ils continuent de s'engouffrer dedans. Et finalement, notre armée devient une armée bourgeoise où on n'a vraiment pas de chefs militaires vraiment aguerris, et qui sont des gens de terrain, qui sont vraiment dévoués à la cause militaire. Ils sont plutôt enclins à aller dans les salons feutrés, dans le grand bureau, et c'est dommage pour notre armée. Est-ce qu'il y a un souci que Simon comparait à l'issue de
la session donc a bien signé, nos militaires ne savent pas que tirer. On a bien des compétences dans l'armée burkinabé. On ne peut pas les résoudre à un rôle de caserne. Non, nous avons des compétences. Je ne vois pas en quoi un ministre de la Santé ne peut pas être un militaire, médecin militaire. En quoi un spécialiste des relations internationales qui est militaire ne peut pas être ministre des Affaires étrangères. Je ne vois pas en quoi il faut réduire les militaires au service dans la caserne. Cette relecture de la loi est assez intéressante parce qu'elle donne des précisions, comme l'a indiqué Parfait. L'article 12 nous dit spécifiquement que les militaires sont interdits d'appartenir à une association à caractère politique. Et l'article 13 nous donne, consacre ce droit-là d'accéder à de hautes fonctions, notamment président d'institutions, ministre. Mais avec le libellé que le personnel militaire qui est appelé à ces fonctions est détaché, est automatiquement détaché, mais reste applicable. L'article 12 lui est applicable, c'est-à-dire que même s'il est ministre, les occupations politiques lui sont toujours interdites. Je pense qu'on l'a précisé et on est même allé au-delà avec la précision des chefs coutumiers, avec la notion des avancements. On a bien vu le problème des grades qui a été bien défini. Maintenant, on n'est plus dans l'armée mexicaine. Il y a bien des précisions qui ont été faites avec cette lecture. Je pense qu'en cela, on est désormais bien encadré. À nous maintenant de veiller au grain, aux citoyens, de veiller la veille citoyenne, pour qu'ils ne puissent pas avoir une... Je suis d'accord, nous sommes tous dans le domaine politique. Il peut y avoir une politisation, une utilisation politique des militaires. Mais à nous de veiller au grain. La loi est là. Ce n'est pas parce qu'on est un gouvernement à moitié militaire que ça pose problème. Mais quelles sont les implications de ces ministres militaires-là? Est-ce qu'ils sont sous le coup de la loi ou pas? Je pense que désormais, c'est à nous, on a bien des précisions, c'est bien délimité et c'est à nous de veiller au grain. Mais est-ce que ce n'est pas aussi risqué d'envoyer des gens à qui il est interdit de faire de la politique dans un milieu purement politique? Vous savez, l'armée n'est pas en dehors de l'État burkinabé. L'administration publique, je pense que la grande muette est dedans. Et lorsqu'on a de grosses têtes dans notre armée qui peuvent contribuer au développement du pays, moi je ne vois pas personnellement le problème qu'un militaire soit ministre, qu'un militaire soit ambassadeur. On a vu les grandes puissances mondiales avoir des ambassadeurs militaires. Le dernier ambassadeur de la France au Burkina était un colonel. Avant lui, Emmanuel Bett était général. Oui. Donc, là n'est pas le problème. Je pense que ce n'est que justice, même entre dessus. On peut même le dire, ce n'est que justice qu'on fait aux militaires. Encore qu'il n'avait jamais été interdit aux militaires d'entrer au gouvernement. Maintenant, où je me réjouis, c'est qu'on précise qu'il est interdit aux militaires de faire la politique active. C'est-à-dire la politique partisane. Voilà. Être ministre, bien sûr, c'est faire la politique, mais vous ne faites pas la politique pour quelqu'un, vous travaillez pour la République. Maintenant, où je suis d'accord avec la Djibama, on aurait gagné à ajouter, c'est vrai que c'est une loi qui précise certaines choses, on aurait gagné à ajouter un quota pour toujours mettre des garde-fous, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça, ça peut être un danger aussi. Mais pourquoi faut-il mettre préciser les ministères? On dirait, bon, ok, ils ont le droit d'être ministre de ça, président de telle institution. Pas forcément. En fait, quand je parle de quota, c'est pour éviter que, à un certain moment donné, les militaires ne reviennent au pouvoir et veulent imposer certains... Enfin, il faut toujours baliser les choses. On est dans notre contexte, on sait comment les choses se sont passées pendant longtemps ici. C'est bien de faire participer tout le monde à la gestion de l'État, mais en même temps, quand vous connaissez le pédigré de quelqu'un, il faut en tenir compte dans les mesures que vous prenez. Je pense que sur ce point-là, Djibama a raison de demander des balises quand même. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse enlever ce complexe-là qu'il y a dans les relations entre l'État, la nation et l'armée. Parce que peut-être les civils et les militaires. Oui. Qui a instauré ce complexe? Mais c'est l'armée qui a instauré ce complexe. Justement. C'est l'armée qui a fait peur aux civils. En quoi faisant? Non, écoutez. En faisant des coups d'État, en faisant Arnaud, laisse-moi parler. Dans les quartiers. Arnaud, laisse-moi parler. Il y a eu des moments aussi où les civils sont allés chercher les militaires. Mais oui, justement. C'est-à-dire que quand vous regardez, depuis 1966, le peuple a appelé l'armée au pouvoir. Ils ne sont plus jamais répartis. En 2014, des jeunes dynamiques des organisations de société civile sont allés encore appeler l'armée pour gérer notre région. Voilà. Je pense qu'il faut que
le vote de cette loi-là soit le point de départ d'un processus où on va remettre à plat les relations entre la nation et l'armée, pour dire l'armée a une mission précise de défense du territoire. L'armée peut aussi apporter sa contribution au développement économique. Vous savez que déjà le génie militaire joue un rôle très important. Il y a aussi les médecins militaires qui jouent un rôle très important dans l'administration des soins dans nos hôpitaux. Qui sont très appréciés. Oui, ils sont très appréciés. Il faut qu'on puisse remettre à plat les relations et que désormais, là, chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Mais je suis d'accord avec toi que peut-être là, il faudra qu'on pense au problème de quota. Mais comme on dit toujours, dans l'application de la loi, mais certainement... C'est laissé à la discrétion. Non, pas laissé à la discrétion. Je veux dire que l'application de la loi va nous permettre, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, de pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Là, Djibama. En fait, j'ai l'impression, en écoutant certains, que quand on est dans l'armée, et puis on sert le Burkina, on ne sert pas le Burkina. Le pays. Finalement, quand j'écoute, c'est ça. On peut pas être on peut être un bon militaire, on est dans l'armée, et puis on sert le Burkina. C'est pas possible, en écoutant certains. Or, je pense que c'est bien possible. Et moi, je dis que avant de donner à quelqu'un, c'est qu'on a déjà suffisamment pour faire face à ses propres besoins internes, avant de songer à donner. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, notre armée a déjà assez pour faire face aux défis qui sont propres à la défense, pour déjà éparpiller ses forces ailleurs. Mais dans la défense, il y a des civils aussi, il faut le dire. Je ne dis pas non. Voilà. Je dis pas non. Mon problème, comme je l'ai dit au début, notre pays a trop souffert de la présence de l'armée dans les hautes sphères. Oui. Et on a eu même un moment où des militaires voulaient même DG dans certaines institutions. Je ne sais pas, c'était la tendance. C'est-à-dire que, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme si au niveau de l'armée, tout était déjà bien réglé, il n'y a plus de défis là-bas, et maintenant on sort pour aller aider les civils là-dedans. Bon, moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, surtout, quand on sait les défis, les enjeux aujourd'hui de notre défense, je ne pense pas qu'on ait des ressources en suffisance au niveau de l'armée pour en donner ailleurs. C'est ma position, mais ça peut être discuté. D'accord. Alors, on va évoluer parce que le temps aussi avance, mais je voudrais qu'on dise un mot sur un autre pan de cette loi-là, notamment la question des grades avec justement le fait que, je prends un exemple parmi tant d'autres, on ne peut pas devenir général de division sans être auparavant général de brigade, je crois que c'est 1 an ou voilà, quelque chose comme ça, c'est 12 mois en tout cas. Oui, bien sûr. Non, voilà. Sur ce point, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. D'ailleurs, en son temps, nous on l'a écrit. Et d'ailleurs, en fait, on sait dans cette affaire, c'est un individu qui est au centre de tout ça. Tout le monde l'a vu en son temps, ça a été décrié. C'était une disposition qui a été concoctée pour un but bien précis et tout le monde sait de quoi il s'agit. Et dans ce cas, je précise la question, qu'est-ce qu'on fait? Non, je crois que l'Assemblée a déjà trouvé la solution en décidant que c'est plus possible maintenant. On ne peut plus quitter comme ça ici et puis sauter 5 grades pour aller être autre chose. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est tout à fait juste. Parce que ce qui s'est passé sous le CNT, là, je ne sais pas, pour une fois, en tout cas, je suis d'accord avec le président de l'Assemblée. On ne peut pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Et sauter comme ça d'un grade et aller au 5e suivant, je ne sais pas où on va avec ça. Et si on peut y mettre fin, je crois que ce n'est que justice. En même temps, tout cela se passe dans une quasi-amnésie collective. On feint d'oublier que quand on votait cette loi, il y avait 90 députés de la transition qui ont voté dans leur majorité pour cela. Mais quand on parle de cela, mais il y a des gens qui sont bien contents et qui se disent oui, mais on est tous responsables de ça. Tous les partis politiques aujourd'hui là étaient au CNT. Toutes les organisations civiles qui réclament la paternité de l'instruction étaient représentées. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Qu'est-ce qu'on a fait en son temps? Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait en son temps pour barrer la route, ça. Et même dans l'armée, moi j'ai des informations qui montrent qu'à un moment donné, il y a une partie de l'armée qui était bien d'accord. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire là, c'est que Zida, le général 3 étoiles Zida, ne devait pas être le seul bénéficiaire de cette loi. Mais c'est parce que les choses se sont corsées entre-temps. Mais voilà, donc, écoutez, on est tous responsables de ça. Et c'est bien, et je suis d'accord qu'on soit revenu aux choses normales. Voilà. Je pense que ce débat, au-delà de cela, il y a une leçon à tirer. C'est qu'il faut toujours se rappeler qu'une loi n'est pas personnelle. Rappelez-vous, Blaise Compaoré, il a voulu jouer avec la loi concernant l'article 37, ça lui permettait de faire, mais c'était à son propre profit. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette loi dont par fait part, ça profitait à qui? À Yacouba Zida. Aujourd'hui, on revient dessus. Oui, mais en attendant, c'est lui qui en a bénéficié. À l'époque, les quelques rares voix qui se levaient pour décrier ça étaient vouées aux hégémonies. C'est eux aujourd'hui qui ont raison et on revient sur la loi. Comme si, tu l'as dit, les gens venaient de se réveiller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé faire ça? Mais c'est vous. C'est vous. Les quelques rares voix, je pense que Bama en faisait partie. Les gens avaient décrié ça. Mais personne ne les avait écoutés. Parce qu'à l'instant T, ça arrangeait certaines personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que non, on ne peut pas voter une loi pour arranger des individus au sein d'une république. Non, la loi est impersonnelle, elle concerne tout le monde. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse faire ces classes de façon normale avant d'arriver au sommet. Et ça, c'est propre à toutes les sociétés, à tous les corps. Alors, à ce moment, on fait quoi du grade de général? Oui, il conserve son grade. Non, mais je pense que là c'est une question, interne à l'armée. Le concernant personnellement, je pense qu'il y a d'autres procédures qui sont en cours, qui ont lieu notamment au principe de désertion. Je pense qu'il y a autant de principes qui pourront permettre de rendre justice quelque part. Sinon, il n'y a pas de caractère rétroactif à cette loi. Concernant la question, qu'est-ce qu'il faut faire, je dis, ça concerne l'armée. C'est l'armée qui sait ce qu'il faut faire. Ça dépasse le cadre de... Enfin, ça sort dans le cadre de la loi. Ça, c'est à l'interne que l'armée a ses dispositions pour corriger ce genre de choses. S'il faut le dégrader ou je ne sais pas. Là, j'ai vraiment qui voulait... Non, en fait, je n'étais pas en train de vouloir contredire par fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Seulement la question qu'il posait, je disais que j'allais répondre à la question parce que là, en réalité, ça remet en question notre niveau démocratique en réalité. Ça veut dire quoi? Dans nos assemblées, même au gouvernement et tout ça, est-ce que les gens de la personnalité ont du courage? Ils ont le courage de leurs opinions. Est-ce que quelqu'un ose défier ou bien contredire le président de l'Assemblée nationale? Ils sont très peu. Et c'est ça tout le hic ici. Et ce qui s'est passé sous la transition, ce n'est pas propre à la transition seulement, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé avant la transition a connu ça, et ça continue aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va finir. Mais ça change. Non, il ne faut pas. On ne peut pas comparer la transition au Parlement actuel quand même. Le climat sous la transition. Parce qu'il faut aussi le noter. On a beau jeter la thème sur le CNT, mais c'était des amateurs. On a beau pouvoir le dire. Ça dit que c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs lois de CNT. Aujourd'hui, on paye les conséquences de certaines lois. On est obligé de les revenir pour les parce qu'ils ont centralisé les aspirations du peuple insurgé. Ça dit qu'on a tout posé sur la table et on a essayé de les coucher sur du papier. Alors, ils ont fait le travail avec les institutions, on ne peut pas aussi, ils ont fait et le bilan à la fin, c'est quoi? Maintenant, le problème, là, quand tu fais la comparaison, mais quand tu fais la comparaison entre eux et les parlementaires actuels, là, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, au moins, on peut quand même supputer sur un certain climat. Ce sont des politiques. Chacun est élu. Chacun est élu, c'est différent. Et chacun a une position à défendre. Je pense que là, maintenant, on n'est plus dans le... D'accord, on va il y avait le dictat des aspirations du peuple. Maintenant, chacun a une position à défendre. Et je pense qu'il faut juger sur le tas. Des tablettes à l'Assemblée. J'ai eu dit qu'il y avait des députés qui n'étaient pas contre et qui n'étaient pas pour le principe. Je pense que c'est pas le débat du jour. Non, c'est un exemple pour dire que ce qu'il dit là, je pense que ça, c'est un exemple qui ne sied pas. Parce que là, on a la question des tablettes. Je n'ai pas l'impression que dans nos assemblées, au sein de nos gouvernements et tout ça, il y a des gens qui ont assez de couilles pour défier
les premiers responsables. Pourtant, notamment sur cette question de tablette, il y a bien des députés qui sont sortis dans les médias et qui ont dit on n'est pas d'accord avec le fait que le président de l'Assemblée nationale est plus. Donc, finalement, on a compris, on va évoluer. Finalement, l'affaire de tablette, elle n'est pas encore résolue. C'est juste la réaction dont on parle. On évolue, Yacine. Bon. Alors, hier seulement, on a appris la disparition de Fidel Castro. Tout le monde a étudié le Cuba. On sait Fidel Castro, ce que ça représente pour le monde du XXe siècle en tout cas, sinon du début du XXIe siècle aussi, puisqu'il s'est retiré, il est arrivé au pouvoir en 1959, il s'est retiré en 2011. Alors, son frère Raoul, qui lui succède, a annoncé hier seulement je dis Mexicain parce que je me rappelle toujours aux Cubains, que le leader Maximo n'est plus. Alors, tout de suite, la réaction qu'on a aujourd'hui, tout le monde dit c'est une perte pour l'humanité. Qu'est-ce que vous dites, Parfait Silga? Moi, j'ai dit que, en pensant à Fidel Castro, je revois l'homme qui a déjoué 368 coups d'État de la CIA. Parce qu'effectivement, pendant 50 ans... Et des tentatives d'assassinat aussi. Oui, pendant 50 ans, il a dit... 600 et quelques, 638. Voilà. On repense à tout ce qu'il a fait pour son peuple. Et on s'est dit, quand il y a la conviction, quand on a un peuple déterminé, qui est convaincu de la politique de ses leaders, je pense qu'on avance très rapidement. Et quand on regarde ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, on peut être fier, quoi. Et quand je regarde aujourd'hui la réaction de Donald Trump à la mort de Castro, je dis, bon, c'est tout à fait normal. Parce que, évidemment, avec les scènes de liesse que vous avez vues dans les rues de Miami, avec la mort de Castro, on s'est dit, bon, les Américains peut-être se disent, bon, voilà, le diable est parti. Maintenant, nous avons l'occasion de pouvoir envahir. Dans tous les cas de son vivant, les négociations. Voilà, je pense que ça ne va pas être évident parce que ce régime-là, c'est un régime où la formation idéologique est telle que vous ne pouvez pas retourner les gens aussi facilement. Donc je pense Fidel Castro est parti, mais attendez, vous allez encore entendre parler de ce pays pendant des années, quoi. Alors, là, il y a maman qui est en rouge. Non, c'est avec beaucoup de peine qu'on a tous appris cette disparition. Mais c'est en même temps aussi comme ça la vie. Il a joué son rôle et puis il a quand même 90 ans, il ne pouvait pas vivre éternellement. Je crois que ce monsieur, il méritait d'aller se reposer maintenant et je pense qu'il allait tout simplement se reposer. Il reste en tout cas comme une lumière pour l'humanité. Il a marqué son temps, c'est indéniable. Et aujourd'hui, ce qu'il reste à souhaiter, c'est que son combat puisse inspirer l'humanité, toujours continuer d'inspirer l'humanité, surtout la jeune génération, parce que c'est souvent aussi ce qui fait défaut. Il faut que les gens cherchent à étudier ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait de son parcours sur Terre, et s'en inspirer. Je pense que si on s'inscrit dans cette logique, ça peut nous faire avancer. C'est tout comme le cas de Thomas Sankara. Des grandes richesses qu'on a, mais qu'on ne cherche pas à capitaliser souvent. Alors, Yacine Sanou, pardonnez-moi, il a évoqué l'histoire de Thomas Sankara, qui avait une relation aussi particulière avec Cuba. Je crois qu'il s'est rendu à 2 reprises là-bas. Il y a eu même un accord d'échange d'étudiants. Il y a eu environ 600 personnes environ, 600 élèves qui sont allés étudier là-bas. Alors, aujourd'hui, quel commentaire vous faites justement de l'apport de Cuba, justement dans ce milieu aussi bien social, sur le plan sanitaire, éducatif, pour les pays africains et pour le Burkina en particulier? Je pense que, déjà, vous l'avez dit, l'apport de ces 600 qui étaient choisis parmi les personnes les plus défavorisées, il faut le signer, notamment des orphelins, qui ont été envoyés former. Leur rapport, aujourd'hui, on en profite encore au niveau des sphères, notamment de l'éducation et de la santé.
Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut retenir une principale chose. C'est le symbole et l'héritage que nous laisse Fidel Castro, c'est ce principe de conviction en toute chose. Et lui, c'était la conviction dans les idées. Ce n'est pas que le Burkina Faso, partout en Afrique, où il y avait ce principe-là de lutte, l'Afrique du Sud, l'Angola, en passant par la Libye même, où il y avait ce principe-là de lutte, de libération du peuple, il a été là, il a été présent aux côtés des peuples, ce qui traduit sa conviction en ses idées, en ses valeurs, mais en même temps qu'il y a cette conviction, moi, observant le comportement de Cuba avec les États-Unis, je me dis qu'il y a une donne aussi qu'il faut intégrer, c'est ce principe-là qu'aucun État ne peut vivre en vase clos désormais. On est bien dans un principe de mondialisation. Du vivant de Fidel Castro, il y a une normalisation des relations entre les Cuba et les États-Unis, avec la fameuse poignée de main historique entre Barack Obama et son frère donc Raoul. Je pense que ça, c'est un fait aussi aujourd'hui. Vous ne pouvez plus rester dans cette dynamique-là de « je suis seul » et il faut forcément intégrer même l'ennemi, voilà, le diable qui est de l'autre, pour eux, qui est les Américains. Je pense que c'est là que la réaction aussi de Trump se comprend, parce qu'il estime que c'est un dictateur qui vient de disparaître. Je pense qu'il est dans la logique, mais ça n'exclut pas que ça puisse permettre dans les prochains jours donc, à Cuba et aux États-Unis de formaliser les relations. Et je pense que c'est en bonne voie. Mais l'héritage qui nous reste, c'est cette conviction-là, nos idées. Et je pense que personnellement et individuellement, chacun doit pouvoir garder cette idée-là de toujours rester constant. Et finalement, la question qu'on se pose, est-ce qu'on pourra sauvegarder cet héritage, notamment du côté des Cubains, qui s'ouvrent désormais aussi à l'impérialisme qu'on a combattu depuis des années? Je pense que c'est possible. Il y a une normalisation entre les États-Unis et Cuba qui était vue comme justement l'État du diable, tout simplement parce que les Américains ne voulaient pas d'un État communiste adossé à la Floride. C'est tout ce qu'on avait comme problème avec Fidel Castro, qui, il faut le rappeler, était libéral au départ. C'est un avocat qui, entre-temps, a pris conscience des conditions de vie de ses compatriotes, a voulu changer les choses. Mais la vie de Cuba a été conditionnée par les États-Unis. Sa radicalisation, c'était en réaction aux voisins qu'il ne voulait pas de ce qu'il était en train de faire. Alors que ce qu'il faisait profitait grandement à ses compatriotes. C'est un humaniste. Exactement. Comme tous les grands révolutionnaires, d'ailleurs, il avait ce charisme-là qui, à la limite, énervait les Américains. On a beau faire jusqu'à l'embargo, mais Cuba a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, le meilleur système social au monde, malgré tout ce qu'on lui a posé comme misère. Donc je pense que là, pour répondre à ta question, est-ce que l'héritage pourrait être conservé? Oui. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre en vase clos, c'est vrai. Cuba a été mis en vase clos, mais Cuba a continué quand même à collaborer avec des États comme le Burkina et autres. Il y a une normalisation des relations avec le grand voisin. Et je pense que ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Cuba restera Cuba, les États-Unis resteront les États-Unis, mais déjà une certaine ouverture au monde qui permet de se respecter mutuellement. Vous êtes capitaliste, nous sommes communistes, mais on a quand même des intérêts les uns vis-à-vis des autres, et je pense que ça sera la nouvelle donne. Je ne partage pas son optimisme quant au fait que Cuba va rester tel. Je pense qu'avec cette ouverture-là, naturellement, peut-être sur les bases culturelles et sociales, il y a certaines valeurs communistes qui vont rester, mais sur le plan, l'impérialisme va prendre le dessus. Dès que ça rentre par une petite porte, ça... Désolé, mais je ne pense pas que voilà, ça va l'héritage de Castro va terminer. Ce qui va peut-être foisonner, c'est la fuite des cerveaux, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a quand même beaucoup de spécialistes là-bas. Dans les systèmes communistes, la chose la mieux partagée, c'est la pauvreté. Quand je dis la pauvreté, tu n'as pas le droit d'être riche pendant que ton voisin est pauvre. Absolument. Voilà. Il faut le parti chercher encore dans le communisme. Non, c'est pas ça le... je caricature. Maintenant, ce que j'essaie de dire, ce qui va fondamentalement changer, c'est que les gens vont quitter Cuba. Mais le socle, l'idéal du Cuba, moi je ne pense pas, ce n'est pas le prochain régime en tout cas qui viendra changer. Ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que son frère Raúl Castro a promis de remettre le pouvoir aussi en 2018.
Donc, forcément, il y a une nouvelle race de intégrer voilà. les notions de démocratie, Absolument. petit à petit, les immigrés cubains qui sont du côté de Qui cette fêtent vont aujourd'hui, repartir, d'ailleurs, ils vont la repartir Ça ne va avec pas se leur faire du jour au esprit lendemain. capitaliste. Ce n'est pas le et- prochain, Mais je le pense prochain pas que, régime qui voilà. va changer les choses. D'accord, on vous a compris. En tout cas, merci. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission puisque nous avons déjà épuisé les 1 heure qui ont été donc consacrées à cette émission. Merci d'être venu. Je précise que pour cette émission, nous étions avec M. Yacouba Ladjibama du journal Le Reporter. Avec nous aussi pour débattre, M. Yassine Sanou de Omega FM. Était sur ce plateau ce matin M. Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Et puis aussi avec nous M. Arnaud Draogo du quotidien L'Observateur Palga. Merci à tous de nous avoir suivis. Aboubacar Sagnon vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Débat de presse. Wow.